Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous avons développés ce soir. Le verdict qui tenait l'Amérique en haleine est tombé. Le président américain Donald Trump est non coupable. President of the United States is not guilty as charged in the first article of impeachment. Le vote était sans surprise, démocrates et républicains étant presque tous restés fidèles à leurs affiliations. Les démocrates ont martelé que Donald Trump a entaché la démocratie américaine en conditionnant l'aide américaine à l'Ukraine à la contribution de ce pays aux enquêtes sur son rival politique Joe Biden et son fils Hunter. Donald Trump va s'en tirer en abusant de son pouvoir à des fins personnelles, en abusant de son pouvoir pour empêcher le Congrès de se pencher sur son inconduite et en prétendant faussement qu'il a été disculpé. Il va échapper à la responsabilité parce qu'une majorité de sénateurs ont décidé de le laisser faire. Les sénateurs du propre parti du président ont divergé sur les raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'acquittement. Certains ont fait valoir que Trump agissait entièrement dans le cadre des pouvoirs de sa fonction. La révocation du président pour avoir fait valoir des privilèges reconnus depuis longtemps et fondés sur la Constitution qui ont été invoqués par les présidents républicains et démocrates constituerait un précédent très dangereux. Alors que d'autres républicains ont reconnu que ces actions étaient inappropriées, ils ont déclaré que la destitution serait une peine beaucoup trop sévère. Mais pour la première fois dans l'histoire américaine, un sénateur a voté pour destituer un président de son propre parti. C'était une attaque flagrante contre nos droits électoraux, notre sécurité nationale et nos valeurs fondamentales. La corruption d'une élection pour se maintenir au pouvoir est peut-être la violation la plus abusive et la plus destructrice de son serment que je peux imaginer. Le peuple américain va lui aussi avoir son mot à dire. Il va pouvoir juger les actions de Trump lors de la prochaine élection présidentielle de novembre. Il y a un sentiment très puissant parmi les électeurs et parmi beaucoup de politiciens à Washington que nous sommes si près de l'échéance électorale que nous devrions vraiment laisser les électeurs décider de ce qu'ils pensent de Trump et de ce qu'ils pensent des choses qu'il a faites. L'un des procureurs de la Chambre basse durant le procès, Jerry Nadler, a déclaré aux journalistes que les démocrates continueraient à tenir le président responsable par le biais d'enquêtes, grâce à une ordonnance du tribunal réclamant le témoignage de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Ils étaient des milliers à manifester dans les rues de la capitale tunisienne. Ils dénoncent le plan de paix de Donald Trump pour le Moyen-Orient, un plan qui, selon eux, va à l'encontre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment sur la crise israélo-palestinienne. J'appelle tous les peuples libres du monde à s'unir pour s'opposer à cette décision barbare qui est une violation de toutes les résolutions de l'ONU. Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, est cependant à l'ONU pour présenter aux membres du Conseil de sécurité le plan de paix américain qu'il a mis en place. Dans le dossier israélo-palestinien, les 14 autres membres du Conseil de sécurité sont pour la solution à 2 États, le respect des résolutions déjà adoptées et du droit international. Ces manifestants considèrent donc un nouveau plan américain comme une trahison, ce qui selon eux pourrait empirer la situation déjà tendue entre les deux voisins. Aujourd'hui, cet accord est une grande trahison. C'est une leçon pour les États arabes perfides dans cette affaire. Aujourd'hui, ils veulent vendre Jérusalem et demain, ils vont vendre les lieux saints. Nous leur disons qu'il y a des jeunes arabes instruits, cultivés et rebelles dans tous les coins du monde et ils se retourneront certainement contre vous. C'est d'eux que vous tirez votre légitimité. Trump a publié ses propositions de paix longtemps retardées la semaine dernière, mais elles ont été immédiatement rejetées par les Palestiniens. Au nombre de ces propositions, Washington donne le feu vert à l'annexion des colonies en Cisjordanie occupées, la plus grande partie des territoires que les Palestiniens considèrent comme leur futur État.
Une journée ordinaire à Lomé. On aurait dit que la date de la présidentielle est encore lointaine. Le scrutin ne semble pas mobiliser grand monde. Certains même diraient que l'avènement de l'alternance en 2020 est incertain. Je ne suis pas confiant. Comme l'opposition est divisée, ils ne sont pas soudés, je regrette fort. Si c'est que toute la classe politique se rassemble, il peut y avoir l'alternance cette année. Mais ce que je vois, je ne suis pas sûr. Pour l'acteur de la société civile Claude Amégan, dire que le scrutin est sans enjeu n'est pas totalement faux, mais une nuance. Beaucoup d'éléments laissent croire que tout est joué d'avance et que quel que soit l'engouement ou bien l'intérêt que la population peut avoir, les dés sont déjà pipés et sont déjà joués. Donc c'est normal que les gens pensent que c'est sans enjeu, mais nous estimons que seules ces élections peuvent remettre le pays sur de bons rails. La campagne électorale se poursuit jusqu'au 20 février sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi dans les 6 circonscriptions électorales de la diaspora, notamment les États-Unis, la France, le Maroc, le Gabon, la RDC et le Nigeria. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Dans la ville de Buea, les forces de sécurité sont très visibles et surveillent les routes et les carrefours de la ville. Plus de 400 policiers ont été déployés pour protéger le double scrutin de dimanche prochain. Derrick Ekona est activiste et membre du parti d'opposition SDF, le Social Democratic Front. Il tente de relativiser la situation. Il y a toujours des menaces, comme vous le savez. On prend des risques, mais je pense qu'on prend des risques vraiment calculés parce que ces gens, si tous ces gens restent à la maison, comment ils vont nourrir leur famille? Il faut que les gens sortent. Et il faut aussi qu'on donne la confiance aux gens qu'on va changer le système pour assurer beaucoup la sécurité des personnes. Buea est le chef-lieu de la région anglophone du sud-ouest où s'affrontent l'armée et les séparatistes depuis plus de 3 ans. Tous les gens seront en brousse, hein? Mais on ne connaît pas comment ça va arriver parce qu'on a défriché, on a trouvé tout, vous voyez que les gens viennent dans la vie, il n'y a pas personne. Maintenant, quand on dit qu'il y a les élections de 9 février, non, on ne connaît comment ça va même passer. Longtemps entre le déni et la répression, les autorités camerounaises ont lancé en septembre dernier un grand dialogue national pour tenter de résoudre le conflit dans l'Ouest anglophone. Un statut spécial pour ces régions a été proposé, mais pas appliqué. Le statut spécial pour ces 2 régions est déjà une loi promulguée par qui de droit. Maintenant, la tâche revient à nous tous, citoyens de ces pays, d'appliquer ces lois et de faire en sorte qu'à travers les termes de cette loi, la paix revient par ici. Depuis 2017, le conflit anglophone a fait 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. Ces élections seront boycottées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le président Maurice Kamto affirme que l'on ne peut pas voter alors que le pays est toujours plongé dans la guerre. Comme promis, il est l'heure de vous proposer notre tranche hebdomadaire consacrée à la santé. Nous retrouvons notre ami, notre collègue Mohamedou Oumfa, de retour après quelques petites semaines de repos. Bonsoir Mohamedou, repos bien précisé. Un petit repos, oui. Parfait, très bien. En tout cas, on est content de vous revoir. Moi aussi, je suis content d'être là. Sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, Mohamedou, nous parlons de l'épidémie de coronavirus qui a déjà tué, je le disais en titre tout à l'heure, plus de 560 personnes. Pour le moment, loin du continent. Tout à fait, Jacques. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a affirmé mardi 4 février qu'aucun cas de coronavirus n'a été confirmé dans la région africaine. Il y a certes quelques alertes et au lundi 3 février, 8 alertes étaient en cours d'investigation alors que 17 alertes précédentes avaient été rejetées. Alors, malgré cette absence de cas confirmés sur le continent, il faut dire que les autorités sanitaires restent en alerte. Selon l'OMS, la surveillance reste une priorité absolue.
On continue d'enquêter sur les alertes des États membres, a noté l'OMS sur son compte Twitter. Il faut dire que les autorités africaines ont des raisons d'être vigilantes. Des milliers d'étudiants africains vivent en Chine et de nombreux Chinois sont installés en Afrique. Il y a donc d'importants flux migratoires entre la Chine et le continent africain. À cet effet, Jacques, il faut signaler le cas d'un étudiant camerounais de 21 ans qui a contracté la maladie selon l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Un cas, Jacques, qui montre bien que sur le continent, il faut rester en alerte, en veille permanente. Eh bien justement, Mohamedou, dans plusieurs pays, les autorités prennent des mesures pour prévenir les cas de contamination. Pouvez-vous nous en dire davantage? Exactement, Jacques. En Afrique, les experts se mobilisent pour actualiser leurs connaissances sur la maladie. L'Institut Pasteur de Dakar, désigné par l'Union africaine comme un des 2 centres de référence en Afrique pour la détection du nouveau coronavirus apparu en Chine, reçoit en fin de semaine des experts de 15 pays, les 15 pays du continent, afin de les préparer à faire face à la maladie. Au Cameroun, par exemple, le ministère de la Santé met progressivement en place un système de prévention. Ce ministère a reçu hier, 5 février 2020, des caméras thermiques et autres équipements de prévention dans les aéroports. Tu le disais en titre, les autorités ont prévu un certain nombre de mesures, par exemple des circuits du passager, des salles d'isolement affrétées pour les cas suspects ou confirmés. Le ministère camerounais de la Santé recommande aux populations d'éviter les déplacements sans nécessité vers la Chine. Un numéro vert existe, le 1510, qui est disponible pour rapporter tout cas suspect. Au Cameroun, toujours, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance des avis techniques d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et halieutiques, frais ou congelés et non manufacturés en provenance des pays abritant des foyers actifs du coronavirus. Alors, il y a des messages de sensibilisation qui sont diffusés pour inviter les populations à se laver régulièrement les mains, à se couvrir le nez et la bouche quand elles toussent, à éviter les contacts avec les personnes qui présentent des symptômes de la grippe, à bien cuire la viande et autres aliments avant de les consommer. Certains pays, comme l'Algérie par exemple, ont rapatrié quelques-uns de leurs ressortissants, mais cet exemple, Jacques, est encore très peu suivi sur le continent. Oui. Ce qui nous amène au reportage lié à ce sujet, Mohamedou. Exactement, Jacques. Un reportage qui s'intéresse à la lutte contre les épidémies, comme celle du coronavirus. Comment mettre fin à de telles épidémies? C'est la question que notre collègue Carol Pearson a posée à certains experts. Regardez ce reportage que j'ai repris pour vous. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC des États-Unis a aidé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à mettre fin à l'épidémie d'Ebola il y a quelques années. À cette époque, le CDC était dirigé par le Dr Tom Frieden, actuel directeur de l'ONG Resolve to Save Lives. Il nous a expliqué comment mettre un terme à l'épidémie de coronavirus. Pour chaque microbe différent, nous avons une approche différente. Pour certains, nous avons des vaccins. Pour d'autres, il existe des mesures de confinement, comme pour le SRAS ou Ebola, que nous pouvons réellement arrêter. Et pour d'autres, comme la grippe, nous essayons d'atténuer les effets et réduire les dégâts. Les coronavirus se transmettent par la voie respiratoire, ce qui signifie que ces virus peuvent se propager plus facilement par la toux ou les éternuements. Cela rend la recherche des contacts beaucoup plus difficile. L'isolement est également essentiel. Mais avec un virus qui a infecté au moins 20 000 personnes, cela peut être une tâche ardue. C'est difficile. C'est vraiment une question de santé publique très difficile. Le gouvernement chinois a demandé aux populations de rester chez elles si elles n'ont pas besoin de soins hospitaliers. Le gouvernement a également mis en quarantaine des villes entières, ce qui signifie que les personnes qui s'y trouvent ne sont pas autorisées à partir. C'est un effort remarquable du gouvernement chinois et en santé publique, nous appelons cela une distanciation sociale. En d'autres termes, réduire les contacts entre les gens. En outre, les spécialistes font d'autres recommandations d'usage. Lavez-vous les mains et couvrez votre toux. Tout le monde doit se laver les mains, les malades doivent être isolés. Les chercheurs travaillent sur un vaccin, mais pour ce virus, c'est l'observation des règles d'hygiène et des bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire qui mettront probablement fin à l'épidémie, qu'elle atteigne ou non un stade pandémique, comme ce fut le cas pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et d'autres pandémies. Voilà pour ce reportage, Mohamedou Oumfa. Je vous remercie. À jeudi prochain. À jeudi.
C'est une journée importante pour cette jeune femme kenyane et 53 autres ayant subi des mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, elles vont enfin pouvoir bénéficier d'une chirurgie de restauration clitoridienne. Les médecins de Clitored tentent de restaurer à la fois l'anatomie et les sensations perdues par ces femmes. Pauline, un pseudonyme pour cette femme qui souhaite rester anonyme, a été excisée à 12 ans. Là où j'ai grandi, les mutilations génitales féminines étaient la norme et toutes mes amies étaient passées par là. Et donc, si vous n'aviez pas été excisée, vous étiez tournée en ridicule et c'était vraiment mauvais. Donc, les filles étaient vraiment impatientes de passer par là, mais nous ne comprenions pas ce que cela impliquait. L'intervention chirurgicale de Pauline se déroule à l'hôpital Karen de Nairobi. Sa motivation principale est d'en finir avec les rapports sexuels douloureux. Les mutilations génitales féminines ne profitent à personne. Les hommes ne sont pas heureux sexuellement, ils sont frustrés. Cela augmente l'infidélité plutôt que de la diminuer. De façon coutumière, il était dit que l'excision favorise la fidélité, mais en fait, ce n'est pas le cas, car les rapports sont désagréables pour les deux partenaires et du coup, les hommes vont parfois voir ailleurs. Les mutilations génitales féminines entraînent des saignements, des douleurs graves, des problèmes menstruels et urinaires et un risque accru de complications à l'accouchement. Les défenseurs des mutilations génitales féminines disent qu'il s'agit d'un rite de passage à l'âge adulte pour les femmes. Les pays concernés sont majoritairement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Kalusha Bolia, de nouveau candidat à la présidence de la Fédération zambienne de football. La légende zambienne fera face à Andrew Kamanga, président sortant et candidat à sa propre succession. Joueur africain de l'année en 1988, Kalusha Bolia a occupé des postes importants à la CAF ainsi qu'à la FIFA. L'ancien joueur du PSV Eindhoven a été blanchi par la FIFA dans une affaire de corruption l'année dernière. Et s'il est élu, ce sera un retour aux affaires pour Bolia, qui a déjà occupé le poste pendant 4 ans. Il était président quand les Chipolo Polo de la Zambie, bien sûr, ont remporté la CAN 2012 au Gabon. L'élection est prévue pour le 28 mars. Et puis, coup dur pour la Tunisie et l'AS Saint-Étienne. Wabi Kazri, l'attaquant tunisien du club français, s'est blessé à la cuisse gauche lors de la réception de Marseille hier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Et selon l'équipe, l'Aigle de Carthage souffre d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers. Son indisponibilité est estimée à 5 semaines. Wabi Kazri restait sur 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs disputés cette année. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Merci bien, Yacouba. À demain. Il était connu sous le nom de Spartacus. Je suis Spartacus, je suis Spartacus. L'aîné de ses 4 fils, l'acteur Michael Douglas, a annoncé sa mort sur Instagram en disant « Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma qui a vécu son propre âge d'or, mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa. » De son vrai nom, Isur Danielovich Dembski, Kirk était un Américain de première génération qui a grandi pauvre dans l'État de New York. Il a fait ses premiers pas dans le cinéma il y a 40 ans et depuis, plus rien ne pouvait l'arrêter. Il joue dans plus de 80 films, parmi lesquels Champion, qui lui vaut une nomination aux Oscars. Sa 3e nomination, il la doit à son interprétation de Vincent Van Gogh dans Last for Life. En plus de jouer dans des films populaires comme 20 000 lieues sous les mers, l'acteur au regard azur et à la célèbre fossette au menton marque les esprits par son apparence ciselée et sa personnalité de dur, et cela jusqu'en Afrique. C'était l'époque où il y avait de l'interaction entre les spectateurs et le film. Et dans Spartacus, par exemple, quand tu vois que le monsieur est en train de vouloir l'attaquer par derrière, tout le monde était en train de crier « Attention !» Son métier, comme il l'a plusieurs fois confié, il le savourait. Je pense que dans n'importe quel domaine, s'il y a un secret, c'est l'enthousiasme. Donc vous aimez faire ce que vous faites, c'est excitant. Son mariage, long de 65 ans avec sa femme Anne Buydens, rencontrée en France, fait de lui le père de famille hollywoodien par excellence. Après un accident vasculaire cérébral en 1996, Douglas accepte un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Mais ça, c'est pour ma femme, Anne. Je t'aime. Le couple a eu 4 enfants, dont Michael, qui a suivi les traces de son père et parlait fréquemment de son admiration pour l'homme qu'il appelait simplement papa. Point final à ce journal. Merci, à demain.